Si tu aimes les explosions, si tu aimes les rats qui font l'amour en missionnaire, les explosions et les cadavres avec d'énormes extensions mammaires, alors nous allons parler de ton film culte qui s'appelle Bad Boys 2 et qui est réalisé par Michael Bay. Pour accompagner la sortie de Bad Boys for Life, on s'est dit qu'on allait vous reparler du chapitre de cette saga qui est le plus dément, le plus taré, le plus fou, à savoir Bad Boys 2, qui est aussi un long métrage vraiment à part dans la carrière de son réalisateur Michael Bay. On pouvait avoir l'impression, à la fin des années 90, que était en train de naître, de s'accomplir un pape absolu de la destruction et on va dire du grand spectacle pyrotechnique, c'était Roland Emmerich. Mais en fait, Roland Emmerich s'est fait complètement dépasser, complètement exploser par un autre réalisateur, bien plus dément, bien plus fou, et sans doute techniquement beaucoup plus accompli, à savoir Michael Bay. Michael Bay, c'est vraiment un réalisateur particulier parce que c'est probablement un de ceux, on va dire, on a tendance à caricaturer un peu en disant que la critique le déteste et le public l'adore. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, il y a toujours eu une frange de la critique qui a trouvé son boulot, on va dire, très intéressant, iconoclaste, ou en tout cas tellement singulier que ça en faisait un auteur, et un auteur a priori intéressant, surtout intéressant parce que techniquement très performant. Et du coup, ce serait un peu faux, je pense, de dire que la critique l'a toujours détesté, mais ça en fait vraiment un réalisateur très singulier et qui est beaucoup plus inclassable qu'il n'y paraît. Tout simplement parce que si on se dit, tiens, Michael Bay, c'est le réalisateur des Transformers, c'est le réalisateur d'Armageddon, bon, bah voilà, on se représente de manière instantanée un espèce de gros bourrin qui fait tout péter, qui fait tout exploser. Mais les choses sont plus compliquées parce que on verra que sous son masque de type énervé qui provoque des explosions, il y a aussi quelqu'un qui est passionné par l'objet cinéma, par la manière de raconter, qui déploie son talent d'une manière qui en apparence est très anarchique et donc un peu surprenante. Et finalement, Bay fait souvent des blockbusters qui détonnent totalement dans la politique des studios de son époque. Bad Boys 2, c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus spécial que le film arrive à un moment charnière de sa carrière, entre plusieurs zigzags en gros où Michael Bay bien sûr veut réaliser des gros films, des grands films, mais il est aussi en quête de respectabilité. Et il faut voir que Bad Boys 2 est coincé entre deux autres œuvres, à savoir Pearl Harbor d'un côté et The Island de l'autre. Pearl Harbor, ce sera la tentative de Michael Bay d'y aller à fond et de faire son grand spectacle, son grand film patriotique, historique sur la bataille de Pearl Harbor et sur ses conséquences. Un grand drame spectaculaire. Mais alors, même si le film va pas être un four au box-office, ça va quand même être très compliqué parce qu'il va se faire pourrir par la critique. Le public ne va pas très bien réagir au film, on va dire la bêtise historique de l'ensemble, le trio amoureux au centre du récit et la manière dont le film veut absolument expliquer que quand même les Américains ont gagné après Pearl Harbor, ont vraiment miné la réception du film et c'est globalement une œuvre on va dire, dont les gens gardent pas un très bon ou un très grand souvenir. C'est un sacré revers pour Bay qui se voyait quand même voilà, arriver au panthéon des divertisseurs devenus, sinon des auteurs, en tout cas de grands artistes. Donc c'est un échec assez cuisant pour lui en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène. Et on verra qu'il n'en a pas fini avec cette idée d'être un type quand même qu'on reconnaît, un type à qui on dit oh là là, quel auteur. Parce que dans The Island, il y aura aussi pendant toute une première partie du film une volonté de sa part de ne pas lâcher les chevaux tout de suite, de maîtriser son récit, de proposer via la direction artistique, via une mise en scène, c'est sans doute son film où les plans durent le plus longtemps, je pense, voilà, de proposer quelque chose d'autre, en tout cas de devenir un sur Michael Bay, et ça, voilà, cette tentative de respectabilité, c'est un truc qui va traverser toute sa carrière, qui réussira à atteindre avec No Pain, No Gain, qui pour le coup a été plutôt salué et reçu comme un espèce de, on va dire, de frère Cohen sous créatine, quoi. Et donc, après Pearl Harbor, eh bien, Michael Bay va retrouver un terrain connu, à savoir la franchise Bad Boys. Bad Boys, c'est son tout premier long métrage dans lequel, on va dire, il a mis tout de lui, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'éléments, beaucoup de thématiques, une manière de présenter l'action qui annonce ce que va devenir son style, et puis on voit à quel point il est investi, c'est-à-dire que c'est une anecdote qui est assez connue aujourd'hui, mais il a payé lui-même de sa poche les explosifs nécessaires au gros boom final du film, parce que tout simplement le studio disait que c'était pas nécessaire d'aller aussi fort, et lui était convaincu que voilà, son film devait se terminer avec un bang, avec un truc super spectaculaire, et donc il y est allé de sa poche. Et bah donc après Pearl Harbor, après cette gifle qu'on lui met, bah, l'orphelin qui est Michael Bay, parce que ça aussi c'est un motif qui est intéressant dans ses films, le rapport à la paternité et à la transmission. Bah, ce mec-là qui vit ça comme quelque chose de très cuisant, le fait qu'on lui ait dit genre mon pauvre vieux, le grand film historique à grand spectacle c'est pas pour toi, va faire péter des astéroïdes avec Bruce Willis, ça se passera mieux. Et bah donc du coup il repart en terrain connu avec Bad Boys, sauf que là c'est un Bad Boys 2 qui est fou, dément, incroyable. On évoque souvent les scènes d'action de Bad Boys 2. Je crois qu'avant de parler des scènes d'action de Bad Boys 2, il faut parler, certains diraient de son humour, il faut parler de son ton. Parce
Parce que c'est pas uniquement une question d'humour. Il y a toujours eu chez Bay une espèce de système de blague, alors dont le tempo comique en général fonctionne très très bien, mais qui est franchement teubé, quoi. Que ce soit plein de préjugés raciaux un peu débiles, que ce soit une façon d'objectiver les femmes et puis de se moquer souvent de ce qui leur arrive et vraiment de les traiter comme des espèces de poupées gonflables avec un processeur vocal, que ce soit un humour souvent assez pipi caca. On peut croire, on peut se faire une idée de Bay comme un espèce d'énorme bourrin bas de plafond. Et Bad Boys 2 montre assez bien que c'est pas tout à fait ça. Il y a un amour du désordre, il y a un amour du dérèglement, de ce qui vrille dans le cinéma de Bay, qui ici va trouver une ampleur tellement dingue que ça devient vraiment un élément de son cinéma. On parle quand même d'un film, je veux dire, où on a un des deux héros qui, pendant qu'il s'introduit par effraction dans une morgue sous MDMA ou sous ecstasy, enfin bref, sous un produit fort sympathique, qui se cache donc sous une bâche derrière laquelle se trouve un cadavre, et cadavre qui est celui d'une femme avec d'énormes implants mammaires, et qui commence à la tripoter et à dire combien ce cadavre est séduisant. On a des rats qui baisent, on a quantité de dialogues, d'insultes, de machin, toute la sous-intrigue autour de Will Smith, qui a une relation avec la sœur de son pote, enfin c'est du n'importe quoi, et il y a comme ça, voilà, en permanence, un goût du mauvais goût chez Bay, qui est poussé tellement loin, qui est tellement vivant, qui fout tellement le bordel que ça en devient assez fascinant. Il faut quand même se rappeler de l'ouverture du film, où c'est donc nos deux héros qui sont infiltrés dans une réunion du Ku Klux Klan en plein milieu des marécages des Everglades, et qui vont donc flinguer du consanguin suprémaciste blanc à coups de vannes, de pétoires, de machin. C'est absolument ahurissant. C'est difficile de faire plus bête, et il y a toujours, en fait, on a l'impression que voilà, le côté un peu débilo rigolo de Michael Bay vient en fait pour vraiment pirater le programme, le logiciel du blockbuster, et vient rendre tout d'un coup le flockbuster, c'est intéressant comme mot, et vient transformer le blockbuster en une espèce de nitroglycérine très très instable, et dont on ne sait pas trop comment il faut le prendre. Est-ce que c'est du second degré? Est-ce que c'est vraiment un taré fini? Ou est-ce que c'est juste le plaisir de voir cette mécanique s'emballer et en foutre plein les murs qui fait l'intérêt de la chose? C'est pas évident à dire. On peut aussi être tout à fait réfractaire et trouver ça insupportable. Moi, ça dépend vraiment de mon humeur. Il y a des fois où je peux pas tenir plus de 5 minutes devant un Michael Bay. Et là, pour le coup, il atteint un niveau, on dirait le niveau de fusion, quoi. C'est-à-dire que, je dirais, toutes les notions de construction, d'intelligence, de finesse, d'écriture des personnages, d'enjeu, et même d'humour, en fait, vraiment fondent, sont écrasés par le chalumeau de Michael Bay. Et ça, c'est un truc qui est quand même très très rare. Enfin, surtout aujourd'hui, quand on voit à quoi ressemblent la plupart des blockbusters très grand public, à gros budget. Enfin, je veux dire, il faut pas qu'un film puisse offenser, il faut pas qu'un film puisse être trop marqué. Là, je veux dire, enfin, les blagues de Bay et le ton du film, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est même invraisemblable que le film ait pu exister comme ça, quoi. C'est vraiment très surprenant. Ensuite, voilà, maintenant, il faut en venir un petit peu à l'action. Je sais plus où j'ai entendu, et c'était très juste, que Michael Bay est un cinéaste horizontal. Alors moi, c'est un truc que j'entends d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que effectivement, il n'y a plus de hiérarchie dans le cinéma de Michael Bay. Alors il y a des films dans lesquels ça peut poser problème, parce qu'on ne sait pas trop si c'est de l'incompétence en termes de montage, ou si c'est un style qui est encore très, très, très explosif. Je pense par exemple à l'intro d'Armageddon. Moi, je l'ai vu quand j'étais môme, j'adorais cette intro. Quand on la regarde à nouveau aujourd'hui, il y a un truc qui est frappant, c'est que malgré l'excellence technique, malgré le niveau de détail et de réussite de tous les effets pyrotechniques, le montage n'a aucun sens. À partir du moment où les astéroïdes commencent à frapper New York, littéralement vous ne comprenez pas où vous êtes, vous ne comprenez pas ce qui tombe, comment, les personnages est-ce qu'ils sont au même endroit, dans plusieurs rues, comment on les suit. Vraiment, tout est éclaté, ça n'a pas beaucoup de sens, et quand on essaye de se concentrer un peu sur ce qu'on voit, c'est assez désagréable et un peu débile. Et vous remarquerez également, c'est souvent comme ça dans les scènes aussi, dans les scènes d'action où ça pète un peu sur l'astéroïde. Très rarement, on ne sait pas, est-ce que tous les personnages sont au même endroit, celui-là là, qui vient de se prendre un jet de truc et qui a volé, il est mort, il est pas mort. Bref, pendant longtemps dans le cinéma de Michael Bay, il y a une espèce d'énergie telle et de volonté de ne rien hiérarchiser, de ne rien structurer, qui fait que les scènes d'action sont très vite illisibles. C'est pas fondamentalement différent dans Bad Boys 2, mais encore une fois, comme l'humour, comme le ton dont on parlait avant, il va tellement fort, tellement loin, et en permanence, que ça génère un espèce de magma visuel
qui est totalement inédit en fait. Moi je pense par exemple les deux poursuites, que ce soit celle donc, qui se termine avec des cadavres qui sont sortis d'un camion frigo je crois, et celle qui se termine à Cuba dans les favelas, enfin dans les barrios, bref, dans un quartier que deux énormes SUV sont en train de défoncer. Très concrètement, assez rapidement, on ne sait pas qui suit qui, où en est la poursuite, comment elle doit s'interrompre, il n'y a pas exactement d'enjeu de comment on poursuit l'action, on n'arrive pas du tout à situer géographiquement là où se trouvent les protagonistes, mais l'espèce de profusion à chaque photogramme, de couleurs, de mouvements, de textures, comme ça, d'énergie, fait qu'on arrive à un style, oui, voilà, où l'enjeu n'est plus, on va dire, comme dans une scène d'action classique, comme on suivrait un ballet, de suivre des mouvements qui doivent générer une forme d'harmonie, de tempo ludique pour notre cerveau, pour notre œil, à suivre, et qui a une performance qu'on apprécie. Ici, on est devant une espèce d'amour du chaos, d'amour de tout ce qui est pulvérisé. Et on a l'impression que voilà, l'enjeu pour Bay, c'est de briser les choses. C'est, encore une fois, aimer le désordre et aimer quand les choses se dérèglent, quand rien ne tourne comme ça devrait. C'est pareil quand les héros qui sont aidés, je crois, par des Navy Seals, enfin un truc qui n'a aucun sens, infiltrent la maison du grand méchant. Par infiltrer chez Michael Bay, il faut entendre brûle, explose, casse, tue, démembre et salope. Si vous voulez, véritablement, l'action n'a aucun sens. Les mecs sont là, genre, si ma mémoire est bonne, oui, c'est pour sauver la copine de Will Smith, qui est aussi la sœur de Martin Lawrence. Donc on dirait que là, il faut y aller avec un peu de doigté, quoi. C'est chirurgical. Enfin, les mecs sont chirurgiens, je veux dire, comme Conan le barbare, armés de 2 tronçonneuses, quoi. C'est invraisemblable. On peut pas décemment, on va dire, soutenir que ce sont des scènes d'action qui sont bien construites, dont l'architecture est intéressante, mais justement, la force déployée, le délire total et l'absence totale d'inhibition ou de complexe en font quelque chose de totalement à part dans l'histoire du cinéma, même à part dans la carrière de Michael Bay, parce que même si les Transformers, des fois, ça devient un énorme bordel, le plus souvent, quand même, on comprend à peu près ce qui se passe. Il a essayé de retrouver encore et de repousser les potards très 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 loin récemment avec Six Undergrounds, mais ce qui est intéressant, c'est que on sent, il me semble, même si je prends pas mal de plaisir au film, je crois qu'on sent quand même que Bay a du mal justement à rendre sa formule stable, à rendre cette formule complètement démente. Alors que dans Bad Boys 2, ce qui est assez frappant, moi quand je l'ai découvert, je devais être ado, je crois, et le film m'avait vraiment fatigué. Et en le revoyant aujourd'hui, et surtout quand je vois à quoi ressemblent les blockbusters contemporains, il y a une créativité, il y a une espèce de, encore une fois, de démence dans le film qui en font vraiment une création à part. Voilà, donc on avait très envie de vous en reparler, on avait très envie de vous conseiller d'y rejeter un œil, soit si vous l'aimez parce que vous allez à nouveau prendre votre pied, soit si vous ne l'aimez pas parce que ça vaut vraiment le coup de regarder le film avec un œil nouveau. Et puis écoutez, si cette petite vidéo nostalgique sur un film d'une grande finesse dans l'histoire du cinéma vous a plu, n'hésitez pas, il y a pas mal de nos confrères, collègues et autres amis qui ont parlé de Michael Bay parce qu'il y a, ça commence doucement, mais il y a on pourrait dire tout un mouvement de réhabilitation de Bay dans la critique, en tout cas dans la critique française, qui l'aborde vraiment par l'angle du style, on pourrait dire par l'angle de la politique des auteurs. Et je vous recommande notamment les vidéos qu'ont pu faire, les vidéos, podcasts, qu'ont pu faire Nos Ciné et qu'ont pu faire également Capture Mag, consacré ou à sa carrière en général ou à ses films en particulier, parce que tout simplement ils y sont très très bien défendus, c'est bourré d'infos, c'est souvent assez exhaustif sur ce qu'on peut raconter sur le cinéma de Michael Bay, donc si ça vous branche, allez-y, et puis vous aurez l'occasion d'entendre un confrère qui s'appelle Stéphane Moïsakis, qui est probablement le meilleur et le plus grand ambassadeur de Michael Bay en France. Et il y a un dernier truc que je vous recommande si vous aimez le cinéma de Michael Bay, mais même si vous l'aimez pas d'ailleurs, c'est un bouquin qui est assez génial, qui a hurlé de rire et qui est follement bien écrit, qui s'appelle Des Explosions, qui est écrit par Mathieu Poulain, si ma mémoire est bonne. Tout simplement, l'auteur se demande si Michael Bay n'était pas un des plus grands philosophes qui ait jamais foulé le sol de la planète Terre, et donc il va essayer de le démontrer en commentant ses films. C'est super facile à lire, c'est souvent très très drôle, c'est un vrai livre à la fois de cinéphile, à la fois d'érudit, et en même temps de sale gosse. Voilà, si vous aimez les explosions, lisez Des Explosions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de revoir Bad Boys 2, peut-être d'aller voir Bad Boys 3, de nous partager, de nous mettre des likes ou d'insulter nos mamans. À bientôt.